Nous revoilà maintenant pour la dernière conférence de Norman qui va nous présenter Mon coach agile, ce héros. Norman, c'est grâce à lui qu'on a Pixis et c'est grâce à lui aussi qu'on a la journée agile, donc entre autres. Hein. Pas que. Donc merci beaucoup et bon courage. Merci Nicolas. Donc voilà, j'ai la lourde tâche de finir cette édition du Studio Agile, donc la première, et c'est la 11e édition d'une journée agile. Donc ça fait 10 ans en fait. Oui, 11 éditions, 10 ans. Donc je vais vous parler de mon métier de coach agile, parfois bien connu ou fort peu. Donc voilà, je vous laisse deviner en fait quand en dîner de famille on me demande mon métier, je dis que je suis coach agile. C'est un peu compliqué, donc c'est pas simple de l'expliquer. Donc j'ai répété juste avant, j'ai mis 3 heures. Donc je vais essayer de faire ça en 2. Non, ok, on va garder le timing. Donc en gros, tout a commencé par un burn-out. Elle est pas belle la vie? Non mais c'est sérieux en plus. Donc en gros, en 2006, je me rappelle, je suis dans l'avion, je reviens de Sicile, j'étais allé avec mon épouse, et super vacances, et puis je sens dans l'avion, il se passe un truc pas bien. Bon, quand on revient de vacances, généralement, on n'est quand même pas super content ou super en forme. Mais là, je sens qu'il y a un truc différent. Ça va pas. Et donc, les jours se passent et j'ai encore ces images-là. Généralement, quand ça fait mal, on s'en souvient bien. Donc, je suis à Louvain-la-Neuve, on fait un peu de shopping et j'ai l'impression d'être en dehors de moi. J'ai l'impression d'être spectateur du truc qui se passe. J'ai plus de sensations, j'ai pas le Covid, hein, mais j'ai plus de sensations, plus de goût, plus de toucher, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Et, euh, et en gros, en 3 mois, à partir de ce moment-là, je perds 15 kilos. Donc, je suis l'ombre de moi-même, je fais 3 fois le tour de la ceinture à la taille et j'ai les joues creusées, enfin voilà, c'est pas beau à voir. Et je pense que j'ai écumé tous les spécialistes qui peuvent exister. Donc neurologue, ophtalmologue, blablaologue. Et en fait, ils trouvent rien. Et je me dis, putain, mais ils sont cons en fait. C'est clair, je vais mourir, j'ai un cancer. Et oui, je suis un peu hypochondriaque aussi. Donc je sais que ma femme me regarde et elle me dit, ah ben oui, ça, je le sais. Et, euh, et en gros, il y a une scène qui me reste en tête aussi, c'est on va chez le neurologue et c'est le professeur Jackie, donc c'est un professeur assez réputé dans la région en tout cas. Et je vois Marie-France. Ouais. Et donc j'ai l'impression d'être dans Les Gendarmes, c'est je sais plus lequel, où il va passer un examen pour être adjudant. Et où il commence à tracer ses marges et tout ça. Et le professeur Jackie, très très bon neurologue, c'est exactement ça. Donc avant de vous écouter, il commence à tracer ses marges au fluo, il met le titre, tout ça. On regarde avec ma femme, on se dit, c'est un sketch, c'est pas possible, il y a une caméra cachée quelque part. Enfin, soit. Donc en fait, il y a rien. En fait, physiquement, il y a rien. Donc j'ai pas le cancer. Voilà, j'ai 28 ans à l'époque, j'ai encore toutes mes dents, tout va bien. Et je me dis, bon, finalement, c'est peut-être moi. Et en effet, ma femme me dit, bon, tu sais, ça fait quand même 3 mois que je te dis, coup de pied au cul, relève-toi et vas-y, quoi. Mais c'est quand même impressionnant quand, pendant 3 mois, on se réveille en transe la nuit, réveillé par l'impression de mourir. Je souhaite ça à personne. Mais donc, encore aujourd'hui, je voudrais plus revivre ça. Et en fait, j'étais donc freelance à l'époque, donc indépendant, je suis un peu foufou, j'adore ça, je compte pas les heures et je pense qu'il y a un mélange, un contexte qui fait que je pense que l'issue, c'était pas autre chose qu'un burn-out. Et en gros, à un moment, quand vous arrêtez, s'il y a des autres indépendants, à un moment, quand vous arrêtez de bosser, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de salaire. Quand on est employé, on s'en rend pas bien compte, mais quand on est indépendant, c'est direct. On facture plus, il n'y a plus de rentrée. Mais par contre, la TVA, l'ONSS, les taxes diverses et autres, ils vous oublient pas. Ils disent, oui, mais attends, nous, on te facture en fait sur il y a 3 ans.
Donc, il y a 3 ans, ça allait bien. Maintenant, tu nous dois autant. Et donc, tout ça dans la tête, ça fait mal. Et je me dis, bon, ben, le seul moyen de m'en sortir pour me calmer un peu l'esprit, c'est de repartir comme employé. Et en fait, je tombe sur une super opportunité. Donc, je suis engagé en fait par une grosse société française. Je peux la citer, c'est Thales. Et en gros, ça va vraiment être la graine qui va aujourd'hui, Pixis Belgique existe grâce à ça. La journée agile est née grâce à ça. Et je vais vous expliquer un petit peu l'histoire qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc c'est une mission, en fait, je suis business analyst à l'époque. Donc je vais apprendre un nouveau métier, pas le business analyst, mais vraiment le métier du client. Et chose extraordinaire, le client veut absolument de l'agilité. Donc le client veut, à l'époque, c'était Extreme Programming. Est-ce que quelqu'un connaît XP ici? Ok, ouais, ça va. Donc en fait, c'est Scrum, mais vraiment pour les développeurs. Donc là, on va vraiment parler de pratiques techniques de développement, d'intégration continue et autres. Et donc, c'est parfait, sauf que moi, l'agilité, c'est un peu comme quand j'explique à mon grand-père, paix à son âme, que je suis coach agile. Et il comprend rien. Donc, je vais dans une bibliothèque, je vois le premier livre sur Extreme Programming, je l'achète et je lis. Je ne comprends absolument rien. On me parle d'itération, de coach, de développement d'intégration continue, de test unitaire. Bon, j'apprends quand même le bagage vocabulaire, je passe mon entretien, c'est parfait, je suis pris. Bon, on n'attendait pas de moi que je sois un expert d'agilité, en agilité, mais que je connaisse un petit peu de quoi on parlait. Donc, il semblerait que le seuil était assez bas, donc ça va, heureusement d'ailleurs. Et en fait, on l'a parti sur ce projet. Donc, ça a duré quand même quelques années. J'ai rencontré Pierre-Emmanuel sur ce projet, donc ça, c'est très cool. J'ai rencontré des gens extraordinaires sur ce projet. Et en fait, c'est à ce moment-là que je rencontre pour la première fois un coach agile. Donc, voilà, je ne savais pas que ça existait non plus. C'était assez dingue. Et en fait, je l'ai détesté, ce coach agile. Aujourd'hui, je l'aime bien parce qu'il fait un peu partie de moi. Mais je dois avouer, quand on arrive face à quelqu'un ou quand on lui pose une question, il répond avec une question, j'ai juste envie de lui foutre un coup de boule. Mais bon, je suis affaibli, je fais 15 kilos de moins, donc ça va, je prends sur moi, je calme un peu mon ardeur. Et donc le premier contact, je rentre chez moi et je me dis, mais ce nom, donc le coach agile, son nom me dit quelque chose quand même. Et puis je suis sur mon bureau, j'arrive de nouveau à ouvrir mon laptop et taper des mots, parce qu'à un moment, ça n'arrivait plus. Et je vois le bouquin Extreme Programming et je dis, mais c'est lui. Donc en fait, l'auteur du bouquin est notre coach. Et je me dis, ah ouais. Ouais. Donc dans ma tête, un peu formaté, il est l'auteur du bouquin, c'est un bon coach. Donc je vais peut-être plus écouter ce qu'il me dit. En tout cas, je vais essayer de répondre à ses questions. Et donc la suite, en gros, elle est mitigée parce que je me fais un peu embarquer aussi par la dynamique d'équipe qui rejette un peu ce coach, qui répond pas aux questions. Et je pense, faut quand même se reprojeter à l'époque, c'est 2007-2008, le coaching agile. Bon, on est en 2020, quoi. Il y a 12 ans qui est passé. On a quand même beaucoup appris, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'expériences à disposition qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc je pense que lui aussi cherchait, et je pense qu'avec le recul, son bouquin était un recueil théorique avec des études de cas, mais c'était pas non plus comment faire ceci. On n'est pas sur la chaîne Scrum Life, par exemple. Et moi, j'attendais des recettes. Je voulais les recettes de cuisine. Mais explique-moi comment on fait un sprint, une itération. Comment on fait un planning? C'est quoi une user story? Ta vélocité en story point, mais un quoi? Mais ça fait combien en heure un story point? Vous voyez la question qui habite tout le monde, qui ne sert à rien, hein, on est bien d'accord, mais qui habite tout le monde. Et je suis un peu pris entre l'équipe qui dit fuck ce coach agile et moi qui ai quand même envie d'aller plus loin. Donc avec Pierre-Emmanuel,
on était quand même embarqué dans les user groups.net, donc Microsoft à l'époque. Donc c'était des user groups. C'était pas des communautés, c'était des user groups. Et on était souvent dans les Flandres, parce qu'il faut reconnaître qu'ils étaient beaucoup plus précoces et actifs que nous à l'époque. Et bah voilà, on va au Visug, les user groups de je ne sais pas quoi. On se retrouve à Anvers, à Mechelen, à Gand. Et on avait cette éternelle question, est-ce qu'il y a des francophones dans la salle? Et deux, donc on va switcher en anglais. OK. Et on s'est dit, non, allez, il faut qu'on ait un truc en français, c'est pas possible, il y a rien. Oui, à Paris. OK, bon. Et donc finalement, on découvre cette communauté agile, on soulève un peu le voile, on a des conférences de dingue. Je ne sais pas si vous connaissez le KitConf, donc l'intégration continue, donc Continuous Integration Conferencing. Je vous fais le pitch. On va réunir 150 personnes, 2 jours, donc vendredi soir et samedi. Il n'y a pas de programme. Vous y allez? Bon, ben, nous, on a fait le pari, on est allé. Et donc, on parlait d'intelligence collective. Là-bas, en fait, il s'est passé, j'utiliserai souvent le mot de dingue, mais c'était vraiment ça. On met en cercle 150 personnes, à qui vient du Wisconsin, l'autre qui vient du Japon, nous, on vient de Charleroi. Et ouais, ça fait moins rêver. Mais on arrive à se comprendre. Et en fait, on pitch. Vous avez des idées, voilà des post-it, vous les mettez là, vous avez 1 minute, vous pitchez. Bon, il y a quand même 150 pitchs. Donc la soirée est longue. Et si l'idée vous plaît, vous pouvez voter. Donc on sort tous de là le vendredi soir où il y a plein de post-it, c'est un bordel sans nom, avec des croix, des trucs, des votes. Et puis le lendemain, on revient et il y a un programme, il y a des salles, et tout s'est fait par magie la nuit. Et c'est la meilleure conférence, je pense, que j'ai suivie à l'époque. Et c'est là qu'en gros, on a découvert les open space, pour ne citer que ça. Et là, germait quand même l'idée, il y a des conférences où il faut quand même se taper 100 km après sa journée de boulot pour aller suivre des conférences techniques sur Microsoft. Là, on était à Amsterdam cette fois-là. Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a quand même moyen de trouver des trucs plus proches de chez nous. Et donc voilà, donc on reste avec ça en tête et on avance. Mais le truc top, et c'est ce que j'espère en tout cas ici à la journée agile, c'est qu'on repart avec un paquet d'idées, un paquet de pratiques, d'outils à tester, et juste, mais par quoi on commence? Et donc en fait, comme on est quand même dans un contexte client, on n'est pas chez nous, on est chez le client. Donc ça, c'est une pratique d'extreme programming, c'est le client sur site. Je dirais, nous, chez le client, c'est encore mieux. On ne fait pas ce qu'on veut quand même. Et la chance, de nouveau, que je répète, qu'on a eue, c'était un client qui était partie prenante. Il nous a dit, go, allez-y. Et donc, on a testé plein de trucs. Donc, c'était vraiment ça, c'était arrête de te poser des questions. Sois pas dans la théorie, applique et teste. Et donc, sans le savoir, on commençait à appliquer des boucles de feedback. C'était déjà le cas, on avait des itérations, pas des sprints, des itérations de 15 jours. Et on commence tout doucement à cumuler comme ça pendant des semaines et des semaines des rétrospectives. Donc on teste, ça marche, on garde, on y va encore plus loin, ça continue à marcher, on continue. Ce qui marche pas, évidemment, on arrête ou on le fine-tune. Évidemment, je vous conseille pas de retourner de la journée agile avec 50 idées et en un sprint, mettre 50 idées en application. Vous ne saurez pas ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, en tout cas, j'ai soif. Et dans les conférences, on avait suivi, moi j'avais suivi, on s'était splitté, Pierre-Emmanuel et moi, j'avais suivi une conférence sur Scrum. Et c'était un Québécois en fait qui avait fait cette conférence. Il s'appelait François Bourgard. Et donc je me rappelle qu'il donnait une métaphore sur Scrum, sur le squirrel burger, donc le burger d'écureuil. Le client a
Donc le burger vaut 10 dollars, il a que 5 dollars en poche, ben c'est rien, je vais prendre un squirrel, donc un écureuil, et je vais faire un hamburger avec et je lui refile. Bon, voilà, c'était l'image qui m'était restée. Donc déjà, je trouvais la mélodie québécoise assez intéressante et je me suis fait enivrer par son discours. Et je dis, il y a un truc là. Déjà Scrum, et puis le gars là, il m'intrigue. Bon, ok. On repart de là et de nouveau, on est dans cette boucle là, on teste parfois des outils et entre autres un outil qui s'appelle Greenhopper. Donc pour les précoces de Jira à l'époque, je sais que Bruno, je sais pas où il est, Bruno Sbi, s'il est parti, il va dire Jira, c'est le cancer de l'agile. Oui et non, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait un module à l'époque, Jira, il faut s'imaginer, on est toujours en 2008-2009, c'est pas la tronche d'aujourd'hui. Donc le drag and drop, les user stories, et que nenni. C'est des tableaux bien formatés. Et, voilà. Et Greenhopper vient avec cette nouveauté de classement de backlog. Donc déjà, le mot backlog, c'est... Voilà. Et, euh, et on va voir le client. On a une licence de test pendant 30 jours. On l'essaye, c'est juste génial, mais le budget était un peu au-delà de ce qu'on pouvait mettre. Et voilà. Et puis je regarde qui a développé Greenhopper. C'est Pixis. J'ai François Borgard qui a créé Pixis. Je tombe dans Jira sur un module qui est top, Greenhopper. Je dis ce mot m'intrigue. Enfin bref. Et notre chef de projet à l'époque est québécois. Et je lui demande s'il connaît Pixis. Parce que je me dis, une boîte qui m'intrigue comme ça, il faut que je me renseigne. Et oui, mais de loin, donc on n'a pas forcément de contact avec eux. Et voilà. Enfin bref. Et donc 2 ans passent. Donc 2 ans, c'est exactement 104 semaines. Donc 52 rétrospectives. Donc en 52 rétrospectives, à 15 personnes, en pair programming, extreme programming, ça donne beaucoup d'infos. Et on s'est dit, nom d'une pipe, il faut qu'on partage tout ça. Donc on revient avec bon, les user groups en Flandre, on adore, mais c'est un peu loin et on ne sait pas tous les faire. On est peu de francophones dans ces user groups parce que c'est loin, parce que c'est pas en français, parce que, et ainsi de suite. Et en gros, nous arrive un mail de Genève où ils font un call for paper, un call for speaker de retour d'expérience agile. Et on se dit quand même, à mon avis, on a là quelque chose d'intéressant. Le projet a démarré depuis 3-4 ans. On parle de millions d'euros. Ouais, à mon avis, il y a un truc. Donc on crée deux pitchs. Ils sont retenus tous les deux. Et donc Pierre-Emmanuel nous voulons embarquer à Genève. C'était donc les XP Days, donc Extreme Programming Days, à Genève. Et un peu moins qu'aujourd'hui, enfin un peu plus qu'aujourd'hui, mais je me revois dans cette salle de conférence, c'est un auditoire. Je suis assis au milieu, Pierre-Emmanuel est de l'autre côté. Ouais, on avait une mise en scène de fou. Hein. Et, et donc, à 2 minutes de monter sur scène, je pense que j'aurais vu mon cœur qui faisait ça. Je me dis, je vais prendre la parole devant 150 personnes. Je me dis, je vais pas tenir. Donc, je suis arrivé péniblement sur la scène. Et puis, au bout de 30 secondes, on a fait notre pitch et on a embarqué la salle, en fait. Donc, c'était, je pense qu'il y avait 2 ou 3 salles max. Il n'y avait pas énormément de sessions. Et on arrive dans notre salle, on était dans la salle bis. Donc, il y avait le grand auditoire et la salle bis. Et en fait, il n'y avait pas assez de place dans la salle. Et on s'est dit, waouh. Donc, de nouveau, hein, tac, 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 tac. Puis ça démarre, et puis je déroule, voilà. Après-midi, donc on fait notre deuxième session. Donc la première était sur le retour d'expérience qu'on avait appelé, attention, hein, retour d'expérience d'un projet agile à dimension industrielle. Et le deuxième, c'était sur les tips and tricks. Donc en gros, les outils, les pratiques qu'on a utilisés, testés, qu'on a rejetés ou acceptés, qui marchent bien chez nous. Donc entre autres, je me rappelle du Nico Nico. Donc c'est les petites gommettes Nico qui veut dire sourire en japonais.
Enfin, je fais le malin, mais si ça tombe, c'est pas ça. Hein. Mais ouais. Et de nouveau, carton, il n'y a pas assez de place dans la salle. Je leur dis, on peut prendre la grande salle, s'il vous plaît. Non, non, je n'étais pas aussi prétentieux à l'époque. Et, euh, et donc, du coup, on sort de la salle. Je pense qu'on était l'avant-dernière session. On se regarde, on se dit rien en fait. Je pense qu'on s'est compris direct. Puis on a été bouffé, on est allé se coucher tôt. Le lendemain dans la bagnole, ça a duré 9 heures. Je pense que je n'ai pas arrêté de parler pendant 9 heures. Enfin, je dis on n'a pas arrêté de parler pendant 9 heures. Et on va créer un truc et on va faire la même chose, les XPD Belgium. Et en fait, les XPD, ça existe déjà. Et on se dit, ah, mais on l'avait pas vu. Ah bah oui, mais c'est flamand, c'est néerlandophone en fait. Ça se passe entre souvent Mechelen et Eindhoven. Donc on rencontre Pascal Van Koenberg, que je salue au passage parce que franchement, c'est un très très chouette coach. Et on discute avec lui en lui disant, mais tiens, on a l'envie de le faire et je pense qu'il y a une place à prendre dans la communauté francophone. Et bon, évidemment, c'est comme le Titanic. Aujourd'hui, vous connaissez la fin de l'histoire. On est là aujourd'hui, donc c'est qu'on l'a fait. Hein, mais en gros, le chemin a été pénible. Première journée agile. Donc, on doit créer une structure, mais on a d'abord fait la première journée agile sans structure. Donc, on a utilisé celle de Pascal Van Koenberg, qui s'appelle Neima. C'est sa société, en fait. Et on cherche des sponsors, mais bon, voilà, on est personne, quoi. Vous voulez pas sponsoriser un événement agile francophone chez Technofuture à Charleroi? Ça vend pas du rêve, quoi. La- agile, vous faites quoi, de la gymnastique? Non, 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 c'est pas ça. Et, euh, et donc, du coup, on fait appel à son réseau, au nôtre, voilà, on est dans l'IT, donc l'IT prône quand même l'agilité sous une certaine forme. Et on a, je pense, 6 sessions. Donc on a de quoi faire une après-midi sympa chez Technofuture. On est allé chercher nous-mêmes les sandwichs, les bouteilles d'eau, comme on a longtemps fait, hein, même quand on est monté à quelques centaines de personnes. Je vous dis pas l'éveil et les lendemains de journée agile comme on est crevé. Mais voilà, donc on y va. Et à 15 jours de l'événement, on a 12 personnes. 12. Et je me revois avec le téléphone sur haut-parleur, Pierre-Emmanuel, moi et Pascal Van Koenberg de l'autre côté. Et je me dis, qu'est-ce qu'on fait? 12 personnes, quoi. Enfin, cette techno future, il y a 80 places, ça va pas le faire, quoi. Et il a dit, mais si, allez-y. Donc de nouveau, et je reviens en arrière, tester, arrête de te poser des questions, vas-y, teste. Et en fait, dans les 15 jours qui précèdent, on a 30, enfin, en tout, on est 30, 35 personnes à la première édition de la journée agile. Donc finalement, c'est un succès. 35 personnes, quoi, d'un truc, on est d'illustres inconnus, d'un sujet un peu bizarre, à Charleroi, on met 35 personnes. Donc voilà, la journée agile est née. Et on n'avait pas de livret de la première, j'ai retrouvé ça la semaine passée en fait. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Je le savais. Je le boire délicatement et je m'étrangle. Et donc, j'ai retrouvé ça, c'est antique. Donc celle-là, c'était la deuxième. Je vais pas toutes les faire, hein, je rassure. Donc en 62, avant Jésus-Christ. Donc la 2011, c'est la deuxième. Donc c'est vraiment le test. C'est la première, c'était cool, c'était bien. On a eu 35 personnes. Est-ce qu'on va faire mieux ou est-ce qu'on va confirmer que c'est non, on va pas aller plus loin? Parce que avoir l'envie et la certitude ne suffit pas. On va à l'ICAB à Bruxelles, à Etterbeek, donc proche du Beta Group, parce qu'en fait on a rencontré le responsable du Beta Group à l'époque et qui nous fait visiter l'ICAB et on trouve l'espace assez chouette pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment chouette. Et, euh, et en gros on dit Banco, on y va. Bon là évidemment c'est loué donc on prend un peu plus de risques.
On essaie de rassembler des sponsors, donc ils sont là. Je vous laisserai le temps de lire à un moment, mais pas maintenant. Et là, c'est un peu plus sérieux. Donc, on a 3 salles, on a une quinzaine de speakers. Donc, le programme est déjà plus dense. C'est une journée complète. Et là, on a 85 personnes, sans compter les speakers. Donc, waouh, en un an, on double. Il y a un truc. Et donc, on continue. Donc voilà. C'était pour moi un tournant de la vie de la journée agile. C'était 2011. Pardon. Et en fait, grâce à celui-là, en fait, le premier était déjà clair. XP Days Genève, pour moi, était déjà clair. Et je devais confirmer mes hypothèses. Et j'arrive, pour moi, c'est clair. Je veux être coach agile. Je veux être celui qu'on n'aime pas au début et puis qu'on aime bien après. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'exercice de repenser à tout ça. Et la phrase qui est sortie, c'est « J'ai tellement aimé la journée agile que j'ai voulu en faire mon métier ». Donc c'est vraiment ce qui m'a motivé. J'ai fait un sujet justement sur l'ikigai il y a 2 ans. Et donc pour moi, je suis convaincu que l'agilité, le monde en a besoin. Je suis pas forcément doué, mais on a une solide expérience derrière. Maintenant, ça fait quelques années qu'on fait de l'agilité. J'adore ça. Je dois juste trouver le moyen de me faire payer. Ça va les doigts? Je dois juste trouver le moyen de me faire payer. Voilà. Et donc, coach agile, c'est pas encore dans les top listes des métiers qui rapportent. Enfin, quoique. Enfin, à l'époque. Et donc voilà, donc c'est beaucoup d'incertitudes. Il faut créer un modèle qui n'existe pas forcément, donc très peu. J'ai pas la patience et l'envie d'écrire un bouquin pour être reconnu. Et donc je fais mes premiers pas. Et en fait, ce que je sais faire, c'est transmettre, partager. Donc je fais de la formation. Et c'est de la formation qui va au-delà du bouquin. Je restitue en effet une partie de théorie, parce que c'est important de poser un cadre théorique. Mais c'est beaucoup d'expérience. Et donc, c'est ce qui fait un peu la force de nos formations au début. On les donnait à deux avec Pierre-Emmanuel. C'est pas Laurel et Hardy, il faut pas déconner, mais euh, on a Pierre-Emmanuel qui a une posture très statique, posée, calme. Et moi, là, c'est parce que je sais qu'il y a une caméra. Sinon, je serais en train de courir partout et faire le clown. Mais c'est ce duo qui faisait quelque chose allez, épicé. Les gens appréciaient ça. Et une complémentarité qui pour moi était évidente. Il m'a fallu des années pour me marier professionnellement avec Pierre-Emmanuel. Il a été dur à convaincre, hein, mais voilà. Il a fallu que je lui explique l'évidence. Et donc, très fort en formation. Les feedbacks, on commence à travailler avec le Sephora. Donc c'est pour ça que c'était chouette d'avoir Olivier ce matin. Je ne le connaissais pas il y a quelques semaines, je ne le connaissais pas. Mais j'ai vu la transformation du Sephora via notre rapport en tant que formateur et donc fournisseur du Sephora. Donc je peux confirmer qu'il s'est passé des trucs assez intéressants au Sephora. Et donc notre biais, c'était le Sephora. Donc le Sephora nous commandait des formations, on a fait l'introduction à l'agilité, Scrum, et ça marchait bien. Et de nouveau, hein, on en faisait une par mois et ça roulait. On est évalué à la fin et les évaluations étaient très bonnes en fait. Et à tel point qu'à un certain moment, il faut un certain temps, mais des gens qui ont suivi les premières formations essayent et puis reviennent vers nous en disant, écoute, la formation, géniale, on a essayé et je pense qu'on a besoin d'aide. Et au début, j'étais un peu timide de dire, je peux vous aider, mais ils sont venus spontanément et donc on a eu des premiers contrats de coaching. Enfin voilà, je veux pas choquer les coachs professionnels qui sont là, mais à l'époque, le coaching qu'on faisait, c'était... j'en reviendrai d'ailleurs après sur le modèle, mais c'était plus du training, du mentorat que vraiment du coaching pur et dur. Et donc, on tombe sur une super société qui nous aide aussi, finalement, à grandir et à expérimenter avec eux. Alors, ça a été le florilège de stéréotypes de transfo agile. C'était beau. Et donc, en gros,
je commence à capitaliser, mais pas de côté je veux dire, pas dans le sens où je suis dans une équipe agile, mais j'aide des équipes à passer à de l'agilité. D'abord en tant que formateur, et puis après en tant que coach. Enfin, je le mets entre guillemets, voilà, parce que voilà, j'avais pas la posture à l'époque. Et donc moi, quand on me posait une question, je répondais en fait. Et parce que je voulais aider. Moi, j'ai beaucoup d'empathie et je veux vraiment aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Écoute, voilà, j'ai 3 idées. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Plutôt que de chercher finalement le sens qu'il y a derrière. Et, voilà. Et donc, je tombe dans une société qui fait du payroll, dont les projets sont assez gros. Et ils ont 5 équipes. Et en gros, ils m'appellent, ils me disent, voilà, on a essayé, on a mis Scrum en place. Ça marche plutôt pas mal, les gens accrochent, mais on n'arrive pas à... Voilà. L'effet escompté, on l'a pas. On a changé notre façon de faire, mais les résultats sont pas là. Donc pour moi, ce que ça donnait, c'était vraiment cette image, en fait. Et donc, je questionne, je dis, mais comment vous faites? Et je vois pas le truc qui est énorme devant moi, en fait. Euh, Parce que je vous rappelle, je suis en train d'apprendre aussi mon métier. Et puis, un peu à la Colombo, et dis donc, une dernière petite question. Vous avez combien de projets en fait? Et donc il me répond, je pense que c'était 35 projets. Et puis je lui dis, et vous avez combien d'équipes? 5. OK. Donc en moyenne, chaque équipe a 6, 7 projets, peut-être 8. Oui. OK, je vois. Et donc l'image qui m'est restée, et ça, pour moi, c'est encore un stéréotype aujourd'hui, je le vois souvent, c'est on veut passer à un modèle agile, et en fait, on essaye de ne pas réduire le scope. On a des équipes sur lesquelles on se dit, bah, une feature en plus, un projet en plus, une demande en plus, du support, bah, on peut y aller. De toute façon, on est agile, non? C'est pas ça l'agilité? Et finalement, on se retrouve dans ce numéro où bah, on fait tourner des assiettes, elles sont en équilibre, puis la première commence à se déséquilibrer, on court, on la refait tourner, la deuxième, et ainsi de suite. Et on fait que ça. On fait du task switching, du context switching. Et donc voilà, ça me reste là. Et puis, quelques temps plus tard, donc on arrive à maîtriser ça. Je dis, bon, on va peut-être enlever des assiettes. Hein, on va voir. Donc on passe moins de temps, en effet, à essayer de les maintenir en l'air. On passe plus de temps à les nettoyer, à les remplir. Et je me rappelle, j'étais sur le ring, au Havre, quand vous venez de Charleroi, vous prenez le tournant, là, vous voyez, où ça commence à être 90 km/h, mais vous arrivez de toute façon à 15 km/h. Le téléphone sonne, Michel. Oui, salut Michel, ça va? C'est mon client, hein, donc. Oui, oui, écoute Norman, je pense qu'on aura besoin de toi un peu plus. J'étais content et en même temps j'étais craintif. Je dis, ah ouais, super, pourquoi? En fait, on a décidé de mettre toute la boîte en Scrum. Toute la boîte, mais les équipes ne sont pas déjà en Scrum. Ah si, 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 mais toute la boîte. Donc le management, les commerciaux, les business analysts, les tech leads, les architectes, ok. Non. Ça, c'est ma première réponse instinctive, non. Donc de nouveau, je n'étais pas dans la posture du coach, c'était non. Je te donne un conseil, n'y va pas. Et puis là, il m'a sorti ce qui m'est resté vraiment longtemps en tête, c'est OK. Bon, on en a déjà discuté à 3, enfin avec les 3 directeurs. On a une alternative. Je dis, ah, et c'est quoi? Ben, on va faire 3 jours de Scrum et 2 jours de normaux. J'ai failli raccrocher. 3 jours de normal et 2 jours de normal et 3 jours de Scrum. Donc lundi, mardi, mercredi, on est agile. Jeudi, vendredi, on ne sait pas. C'est méthode à l'arrache, c'est ça. Hein, c'est OK.
Et je dis, mais pourquoi faire? Et donc, s'ensuit un discours, voilà, bref. Et donc, je dis, je pense que c'est encore pire. Et donc, pour moi, il n'y a rien en dehors du sprint, en dehors de Scrum. Une fois que tu as choisi Scrum, tu vis Scrum à la limite. Donc, voilà. Bon, on raccroche, je dis, écoute, réfléchis, on peut se voir, je viens, on discute avec les 3 directeurs. Bon. Et puis, il me rappelle et il me dit, donc pas la même journée, mais quelques jours plus tard, il me dit, écoute, Norman, on a pris une décision et là, c'est ferme. Le 18 novembre, on passe à Scrum. Tous. Mais on veut que tu nous aides. Donc là, en gros, aujourd'hui, je ne serais pas allé. En gros, ça ressemblait à ça. Donc, pour ceux qui connaissent cette image, c'est le Dagen-Ash. C'est à Stockholm, donc le 3 septembre 1967, à 5 heures, enfin pas à 5 heures du mat', mais là, c'est un peu plus tard, quand la Suède décide de passer de la conduite à gauche à la conduite à droite. Et moi, il faut s'imaginer, je ressemble à un agent de police au milieu de ça avec mon sifflet et ma matraque. Non, par là, par là. Donc, lundi, enfin, je ne sais plus, j'ai en tête 18 novembre, je ne suis pas sûr que c'est la bonne date, mais disons que c'est un lundi. Et lundi, je dois me couper dans plein de sprint planning, de réunions d'équipe. Ça ressemble à rien, en fait. Donc voilà, et pour moi, ça paraissait clair. À un moment, il faut que j'arrête d'aider les équipes, il faut que j'aide les managers. Je vais vous raconter une petite histoire sur justement résoudre le bon problème. Tout se passe en 1959. Henry Kramer, riche industriel anglais, lance un challenge en fait dans l'aéronautique. Son but, c'est de stimuler l'industrie à créer, enfin, en tout cas des équipes d'ingénieurs, à créer un avion propulsé par la seule force d'un homme à franchir, à voler sur un 8 dont les 2 piquets sont distancés de 400 mètres. Voilà, vous voyez les images 1920, on pédale et il se passe des trucs. Donc voilà, il met 50 000 livres sur la table. Donc j'ai regardé à peu près, enfin à l'époque, d'après le calcul, ça valait 10 fois plus, à peu près, en euros. Donc 500 000 euros à l'époque, voilà, ça fait baver. Et voilà. Donc le challenge démarre, des équipes démarrent péniblement, ça finit généralement en casse. Et quand ils arrivent à faire voler un truc, parce qu'ils prennent des athlètes en fait pour pédaler ou, ou faire comme ça des mouvements d'ailes, en gros le gars est épuisé. Enfin, je dis le gars, il y a peut-être eu des femmes, hein, je ne sais pas. Donc ça ne marche pas. Il remet le couvert en disant, bon ok, j'ai peut-être pas été assez clair, je vais mettre 100 000 sur la table à celui qui traverse la Manche. De la même façon, hein. Donc pédaler ou... Bref. Bon, je la fais courte, 18 ans passent, plein d'équipes testent, échouent, avec les mêmes problématiques, l'avion casse, l'athlète fait une crise cardiaque, peu importe. Et au bout de 18 ans, donc notre héros qui est là, M. McCready, vient et s'insère en fait dans le challenge. Et son approche en fait ne va pas être d'essayer de résoudre le challenge, donc d'essayer de concevoir l'avion qui va faire toute cette distance. Parce que lui, il fait un pas en arrière. Je regarde si la caméra me suit. Il fait un pas en arrière et il regarde. Et il se dit, OK, le problème, c'est pas tant le fait de créer un avion, parce on est quand même dans les années, voilà, on est en 59, on fait déjà des avions qui volent, voilà, on n'est pas en 1802, quoi. Le problème, c'est qu'il faut 1 an de boucle de feedback. Donc, design, conception, construction, test et analyse des données, il faut 1 an. Donc, lui, il se fixe la barre là, il dit, moi, je vais construire un avion qu'on peut réparer en 1 journée. OK.
3 mois passent, il y arrive et il remporte le premier challenge. 1 an après, il passe la manche. OK? Donc, l'enseignement, pour moi, l'analogie finalement, c'est moi, j'attaquais pas le bon problème. C'est pas les équipes qu'il faut forcer à passer à Scrum ou aider à passer à Scrum. C'est faut aider les managers à exprimer et à formuler leurs attentes. Et l'agilité est remplie de bonnes pratiques et c'est peut-être pas Scrum qu'il faut et sûrement pas pour toute une entreprise. Bon, je vous rassure, ils ont arrêté Scrum, en tout cas à l'échelle de l'entreprise. Et donc ici, l'idée, c'est aussi, on parlait d'intelligence collective, parfois quand on est trop borné, au lieu de mettre des ingénieurs autour de la table, vous mettez quelqu'un qui n'est pas ingénieur autour de la table et qui va probablement vous amener une lumière différente. Donc le nombre de développeurs que je vois finalement développer des solutions en parlant à la place de leurs clients est encore trop grande. Donc pour moi, il est temps de passer la main. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette image, en fait, c'est l'étude des impacts de balles des avions qui rentrent donc en Angleterre. Donc ils vont bombarder Berlin ou je ne sais pas quelle autre place. Ils reviennent en Angleterre et ça, c'est la trace des impacts. Et donc à un moment, ils se disent, on va peut-être renforcer, blinder les avions. L'analyse basique, c'est on prend les points rouges et on renforce les tôles à cet endroit-là. C'est vrai. Oui, sauf que là, on analyse les avions qui rentrent. Donc c'est ceux où finalement les impacts, là, ils servent à rien. Ils descendent pas l'avion. Et en gros, c'est plutôt la négation. C'est tous les endroits où il n'y a pas d'impact. C'est probablement là où les avions sont descendus au-dessus de Berlin. Donc, ouais, après, bon, évidemment, c'est le premier enseignement basique de cette image, mais on serait tenté de rapidement sauter dans ah oui, il y a des impacts, on va blinder les impacts. Mais non, ceux-là, ils reviennent. Après, je dis pas qu'il faut pas blinder les impacts aussi. Hein, ouais. Je laisse la photo. Donc, j'ai une mission, je vais aider les managers. Donc, je vais faire un test avec vous. Donc, vous, en ligne, vous pouvez aussi le faire. Ouais, à y repenser, c'est pas que pour les managers, mais enfin, soit. Donc, qui ici, dans la salle, dans la semaine du 21 au 25, peut me trouver 1 heure dans son agenda, comme ça, sans rien déplacer? OK. Ça va. Bon, si vous êtes en congé, ça ne compte pas. Donc, il y a quand même une majorité de gens qui ont, à mon avis, un agenda qui ressemble à ça. Et donc, c'est le premier truc que moi, j'attaque. On l'a encore vu ce matin dans le panel, on parlait de délégation, d'autonomie, voilà. Pourquoi, diable, est-ce que vous êtes à toutes ces réunions? Pourquoi, diable, êtes-vous invité à toutes ces réunions? Donc, à mon avis, il y a un truc à faire. Et donc, c'est souvent par là que je commence. Je regarde l'agenda des managers, souvent l'équipe de management, et je pose cette question, c'est comment vous pouvez me mettre un rendez-vous la semaine prochaine, dans moins de 5 jours ouvrables, dans votre agenda, sans me répondre, oui, mardi à 19h, je peux te recevoir sur Zoom. Non, moi, mardi à 19h, je fais autre chose. Donc voilà. Et le premier outil que je leur propose, c'est l'outil de délégation. Alors ici, c'en est un. Ça s'appelle le Delegation Board. Et ça se joue. Ça s'appelle le Delegation Poker. Donc je sais qu'il y a des formateurs en management 3.0 dans la salle. Et donc c'est un outil formidable, mais c'est un peu comme Scrum, pardon. Ça peut être du Scrum EQ ou du Management 3.0 EQ. Donc l'idée de cet outil, c'est de le jouer avec son équipe et pas de donner le board à son équipe en disant voilà, ça c'est la délégation que je vous impose. Non, non, la valeur est dans la conversation que vous avez avec eux. Donc vous devez trouver des thématiques sur lesquelles vous êtes prêt à négocier la délégation, le niveau de délégation. Donc déjà, vous voyez à ce niveau, il vous apprend que la délégation n'est pas binaire, c'est pas je te délègue ou pas,
C'est je peux graduellement te donner l'autonomie nécessaire pour prendre des décisions dans certains domaines. Je crois qu'on me regarde, je regarde si si mon micro fonctionne toujours. Oui. Donc voilà, c'est un outil simple, mais qui peut être de nouveau mal utilisé et très vite détourné. Il y a des jeux qui existent pour simuler justement des situations. Voilà. Donc je commence par là. Je vois l'heure qui tourne, j'ai beaucoup envie de raconter plein d'histoires. J'en avais une qui était sur l'allégorie de la caverne, qui résume finalement ce que je vis au quotidien. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette allégorie. Donc rapidement, en fait, c'est Platon qui nous raconte cette histoire, cette allégorie. Ce sont des hommes qui sont enchaînés au fond d'une caverne et dont la seule représentation visuelle du monde extérieur est le reflet des ombres qu'ils perçoivent au fond de cette caverne. Et donc, moderne, dans les temps modernes, on pourrait dire, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est les médias, c'est voilà, tout ce qu'on vous raconte, ou tous les injonctions, en fait, les croyances. Donc c'est tout ça, en fait, qui vous fait vivre dans un monde peut-être d'illusions. L'histoire continue en disant, voilà, un ou des hommes sortent, ils sont d'abord éblouis par le monde extérieur, ils n'y croient pas, parce que pour eux, la vérité, elle est dans la caverne. J'ai besoin de boire. Je vais essayer de ne pas m'étrangler. Euh, et donc, quand ils sortent, ils sont éblouis, ils refusent, mais au fil du temps, ils se disent, finalement, c'est bien plus beau qu'en bas. Et quand on passe cette étape, on n'a qu'une envie, c'est de retourner dans la caverne et d'aller aider les autres. Bon, il y en a qui s'en foutent et qui courent dans les champs, hein, mais moi, ma personnalité, c'est plutôt d'aller aider les autres. Et donc de redescendre dans la caverne, au risque d'être bloqué dans la caverne. Parce que je pourrais très bien faire une rechute. Je n'ai pas pris mes pilules. Et je continue à recroire à cette histoire. Donc, mon métier de coach agile, je le compare à ça, en fait. C'est de donner des perspectives nouvelles à des gens. Alors, je ne veux pas dire que les managers sont enchaînés dans une cave, dans une tour à Bruxelles. C'est pas ça, mais je pense qu'on a des pensées limitantes, des croyances, des injonctions qui nous viennent de nos parents, de notre culture. Et mon but, c'est vraiment de les aider. Et pour moi, la journée agile est merveilleuse pour ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'outil formidable. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que je vois que le temps tourne, mais voilà. J'en arrive finalement au cœur du métier du coach agile. Donc, je veux aider les managers, mais pas uniquement. Donc, c'est pas une exclusion que je fais. C'est pas que je suis passé des équipes à les managers, c'est plus important. Non, non, non. C'est tout. C'est un ensemble. Et ce modèle qui nous est proposé en fait par Lisa Atkins, pour moi, résume pas mal les différentes facettes du métier de coach agile qu'on pourrait maîtriser. Je ne vais pas dire qu'on devrait, ce qu'on pourrait. On va avoir une préférence. On va parler enfin moi je vais toujours parler de centre de gravité. Donc vous imaginez, il y a un centre, on est fort en tout. Si vous prenez un radar, ben, vous êtes fort en tout si vous écartez des axes. Mais ici, pour moi, le centre de gravité, c'est quelle va être votre posture naturelle. Donc moi, je sais que ça va être le training, par exemple. Mais à force d'apprendre et de me former, j'ai développé aussi des techniques de coaching. Je suis ancien développeur, donc j'ai aussi la maîtrise technique. Je ne dis pas que je suis bon développeur, je dis juste que je connais le développement. Donc je sais parler développeur. J'arrive à parler manager. J'arrive à parler multilingue. Mais donc je vais avoir cette envie constante d'aider. Donc je vais plutôt être sur le côté gauche du diagramme. Donc voilà. C'est vraiment, pour moi, ça résumait pas mal ma vision du coaching. Donc, si je devais l'expliquer, alors c'est pas beaucoup plus simple. Je ne vais pas sortir ce slide en réunion familiale. Mon métier de coach, c'est ça. Mais en gros, je pourrais l'expliquer plus simplement, évidemment. Alors c'est beau, mais à un moment, il faut se l'appliquer à soi-même. Bon, on n'a pas attendu pour le faire. On a créé Pixis. Pixis est rempli de coachs. Donc croyez-moi, des gens
à qui vous posez une question, qui vous renvoie une question, ça vous force à travailler sur vous-même. Donc, en effet, on a fait ce chemin d'introspection, de nous regarder face au miroir, chacun et ensemble. Donc, il y a une notion de nous aussi qui est apparue. Et pour moi, à un moment, il faut se faire aider. Donc, même un coach a un coach. Ouais, c'est comme ça. Donc, nous, en fait, on a mandaté une société, enfin, on a mandaté, c'est un terme, quand je le dis, j'ai envie de... Je delete, je coupe. Donc, on a rencontré une société qui a des valeurs très proches des nôtres. Et j'ai senti vraiment qu'on pourrait créer quelque chose d'intéressant avec eux. Donc, c'est une société qui s'appelle Team Acting. J'ai rencontré donc son fondateur, son boss, Tristan Roquette. Une solide expérience, 13 ans en Chine, enfin voilà, des conversations assez intéressantes. Et donc avec son équipe, on a revu Pixis. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Pixis se réinvente. Et je trouve que même graphiquement, ils ont réussi à représenter qui on est et ce qu'on veut faire. Donc pour info, Eric est funambule. Donc il est là-bas dans la régie, il ne m'entend pas. On a passé pas mal de temps avec eux en kick-off pour définir ce qu'on voulait, les images, les métaphores, les analogies qu'on aimait bien. Moi, j'aime bien la notion de panarchie, le modèle panarchique, et donc l'idée du feu de forêt sur lequel c'est très fertile après. Donc, ils sont revenus avec ça, ils pensaient que le feu de forêt c'était un peu violent. Ils sont partis de l'arbre un peu moins étoffé vers quelque chose de plus feuillu. On reprend l'idée du funambule. Et on retrouve ce cycle. Donc la petite bulle, c'est tous les 15 jours, on se réunit et on avance. Donc Pixis, la journée agile, je ne vous le cache pas que c'est un problème schizophrénique depuis pas mal de temps. Qui est Pixis, qui est journée agile? J'ai l'impression d'être... bon, attendez, pour l'exemple, Clark Kent ou Superman, tu vois, Superman, Clark Kent, il enlève ses lunettes, c'est Superman. Et j'ai l'impression d'être ça. Donc j'ai un polo Pixis, et en fait c'est journée agile, et donc voilà, on a fait ce problème. Aujourd'hui, pour moi, c'est clair. La journée agile, c'est Pixis, point. C'est 10 ans parfois de galère, de succès, et j'ai pas honte de le dire. Voilà, mais oui, la journée agile, c'est Pixis, point. Et je pense qu'on était les seuls à essayer d'avoir deux personnalités. Voilà. Donc dans notre parcours, il y a vraiment cette notion de réintégrer la journée agile au sein même de Pixis. C'est un service que Pixis propose. Organiser ceci, ça nous a pris 3 mois. Donc vous êtes à 3 mois, une livraison de 3 mois. Il y a eu plein d'itérations. Et je dirais même, c'est un boulot de 10 ans. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on en a fait 10 avant. Je vois plein de têtes que je reconnais. Si c'était la première édition, pas sûr que vous seriez là. Donc pour moi, c'est vraiment le travail en cours. Et vous voyez, on est à la journée agile, on est à peine à la moitié du parcours. Donc aujourd'hui, on vit une expérimentation pour nous, pour Pixis, pour moi. Et pour moi, ça confirme vraiment ce que je pense depuis le début. La journée agile, c'est tellement cool que j'ai envie d'en faire mon métier. Donc oui, je suis coach agile, oui, c'est mon métier. Mais je pense qu'avant tout, j'ai envie de partager. Et pour moi, le meilleur vecteur que j'ai trouvé, c'était la journée agile. Donc, qu'est-ce qui s'en vient en bon québécois? En gros, on va vraiment booster la journée agile. J'ai l'impression qu'en fait, cette année, on va renverser la vapeur. La journée agile, c'était vécu pour l'équipe parfois comme une corvée. C'est dur. On en chie, franchement, pour faire une journée agile, hein. Trouver des sponsors, les participants, les gens qui sont parfois difficiles et ingrats. Et je peux comprendre, ils payent, voilà, ils ont envie d'un service. Et cette année, moi, j'étais clair, on expérimente. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré. Moi, en tout cas, en premier.
Et donc, on va vraiment créer une communauté du win-win, du gagnant-gagnant. Et c'est pas Pixis ou les autres. C'est la journée agile inclut Pixis et inclura qui veut venir dans la communauté. Donc cette année, on a une super équipe. Il y a des gens qui sont arrivés en cours de route et voilà, on a fait des Jord. Excuse-moi, c'est Jord ou Jord? Jord. Voilà. On a Jord, on a Christophe Debuche, on en a plein d'autres qui sont venus en cours de route, qui ont fourni l'effort nécessaire. Donc pour moi, qu'on ait des coachs, des formateurs, des gens qui adorent le jeu. Voilà, le Mimagile, je suis désolé, mais voilà, c'était juste la cerise sur le gâteau. Moi, j'ai adoré. Mes chouchous, les managers. Voilà, tout le monde pourra trouver à contribuer ou à consommer. Donc c'est un peu comme McDo, hein, venez comme vous êtes. Voilà. La journée agile, c'est une fois par an. Le studio agile, j'espère qu'on en fera plusieurs fois par an. Donc mon envie là tout de suite, c'est de vous dire, en janvier, dans 3-4 mois, on en refait une. Vous venez? Bon, il est 5 heures. Donc, je la refais. Hein. Cut, bon, dans 3 mois, on la refait. Vous venez? Oui. Ben voilà, il fallait le dire. Donc, ça va être communautaire. Voilà, c'est simple. Vous voulez une place dans la journée agile, vous la créez. Intelligence collective, c'est pas je suis victime du changement et je me sens un peu largué. Non, viens. Écris le studio agile de demain, écris la journée agile de l'année prochaine qui aura lieu le 21 mai 2021. Donc 21 du 5 2021. Okay. Donc voilà, j'ai juste qu'une envie, c'est possible. Donc moi, il y a 10 ans, j'étais là aussi à regarder des conférences. Et aujourd'hui, ouais, je suis devant. Ça ne m'appartient pas. C'est à nous, en fait, la journée agile. Donc venez vraiment participer. Donc vous êtes là, c'est super. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin. Donc si vous avez des idées, feedback, hein. Allez-y. Donc, vous voulez passer à l'action, apprendre à dynamiser vos interactions à distance, parce qu'en gros, ici, on a quand même déployé toute notre expertise. Et encore, on en a sous le coude. Mais une communauté sur Remo, une autre sur YouTube. Vous, ici, Jean-Pierre dans les Yvelines, retransmis en direct ici et sur Remo et sur YouTube. Voilà, je pense qu'on peut être satisfait. Hein. Franchement, tous, on est bon. Donc, si vous voulez finalement participer à ça, je vous mets une URL, enfin une adresse mail, une URL. Vous voulez mon numéro, je vous le donne. Moi, j'ai juste envie qu'on soit de plus en plus nombreux. Donc, je vous remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Je sens que la fin arrive. J'ai juste envie de continuer et pas que ça se termine. Mais voilà, à un moment, il faut que les bonnes choses s'arrêtent. Donc, j'ai juste envie de vous dire à très vite. Si vous avez des questions, laissez-moi juste respirer 2 secondes. Je bois une goutte d'eau. À vous. Non, à vous les questions. Donc merci. Oui, Marie-France. Sans surprise, je pensais que tu allais poser la première question. Mais... On organise des événements dont je fais partie et on a ce même mindset que vous, hein, vous avez utilisé le mot que j'ai tout à l'heure, et la volonté de la main de créer une communauté dont on l'appelle forum, si on s'en fout. Mais on a en effet cette communauté, on essaie de s'attendre à d'autres communautés comme Isaka, comme d'autres communautés. Mais c'est pas évident de trouver des communautés qui ont le même état d'esprit, la même volonté. Et on vient de changer de bord maintenant et on pourrait en parler parce que je me dis, dans tout ce que j'apprends moi, alors que je ne fais pas du tout d'agile, en tout cas, je n'ai pas les formations. Oui. Mais dans la manière dont je pratique, moi je vais chercher les outils dans vos boîtes depuis 10 ans, dans vos conférences. Voleuse. Et aussi, vous pouvez rajouter des autres outils dans vos boîtes au travers d'une autre communauté. Donc, est-ce que vous avez cette intention-là aussi? Ah, ok.
Donc, euh, donc est-ce qu'on veut en fait collaborer avec d'autres communautés? Alors, tu veux la réponse ou la réponse de coach? Non, je rigole, c'est parce que... Tenez-le dans votre tête. Bien sûr. Ouais. Ouais. Le message est clair, c'est oui. Donc, moi, l'envie, elle est là. Le reste de l'équipe a envie aussi. Donc, on va être inclusif et pas justement, vous êtes une communauté comme ça, donc nous, on n'y va pas et nous, on est une communauté comme ceci. Tu sais, il y a encore beaucoup de gens qui, même en lisant le programme, se disent, ouais, Journée Agile, c'est une conférence de geek. Mais non, enfin, franchement, est-ce qu'il y a eu une conférence technique aujourd'hui? Ok. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça répond à ta question. Donc, une question sur Remo. Donc, je la répète au cas où. Peut-on être coach agile sans background technique? Est-ce que vous avez une réponse pour Marine? Donc, je dirais oui. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de faire ce move, d'amener des coachs professionnels dans le monde IT ou dans le monde agile. Parce qu'on peut faire du coaching sans pour autant connaître ou être même ouvert à l'agilité. Donc, oui, bien sûr. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de où se positionne un coach agile dans l'organisation par rapport à un Scrum Master et autres. Mais pour moi, la réponse est oui, très clairement. Et je vois même que euh, les meilleurs coachs que je rencontre ont d'abord été des coachs agiles, donc ont d'abord été des coachs, donc viennent avec cette posture de curiosité, d'être au service du parcours du client avant d'arriver comme moi en mode cow-boy. Quoi, tu veux des exemples? Ta, 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 ta. Donc oui, Marine, c'est possible. Donc Marine, oui. Ouais, oui. Donc Marine, on peut se tutoyer en effet. Qu'est-ce que j'en pense? Donc des coachs qui ont moins de 3 ans d'expérience sur le projet, que j'entends, hein. Je le dis comme c'est... Ok. Je vais pas me lancer dans du jugement. Euh, à l'instar de certains coachs qui sont d'abord coachs avant d'être coach agile que je trouve bons, il y a aussi de très mauvais coachs qui sont coachs depuis très longtemps. Donc, entre autres, chez Team Acting, la société qui nous aide, j'ai rencontré Raphaël. Bon, physiquement, sur Zoom, je lui donne 25 ans. Mais, voilà, après, il a peut-être 30 ans, 35 ans. Mais je le trouve très mature. Sincèrement, j'ai été épaté. Donc, non, l'âge, pour moi, et le nombre d'années d'expérience, ça peut aider, en tout cas, à questionner la personne. Euh, je pense que ça, c'est flagrant, en fait, quand quelqu'un a la bonne posture. Donc, non. Je ne sais pas si c'est d'elle qu'elle parlait. Je n'ai que 3 ans d'expérience, donc est-ce que je peux être coach agile? Je ne sais pas. Je projette, hein, donc. Est-ce qu'ici, dans la salle, est-ce que vous avez une question? Oui. Oui, oui, vas-y, je la répéterai de toute façon. 42? Non, non. Qu'est-ce qui vient après l'agilité? Je sais pas, il y a quoi au-dessus des cieux? Non, non, je rigole, mais franchement, je ne sais pas. Après, j'espère autre chose. Si on se réfère à un modèle comme la spirale dynamique, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un modèle en spirale, hein, de différentes couleurs. Et on parle d'Opal, Teal Organization, voilà. C'est un modèle évolutif. Pour moi, il y aura autre chose après, tant mieux. Donc, j'ai pas la réponse, clairement. Et probablement, comme diraient certains scientifiques, la réponse est ailleurs. Ok. Bon, je pense on peut donc conclure ici, sauf, enfin, moi je reste disponible, donc voilà.
Et je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Oui. Oui. Ah oui, donc je vais peut-être juste préciser. Donc Mohamed me demande, tu parles de Pixis Canada et Pixis Belgique. Est-ce que je le traduis dans mon langage? Est-ce que c'est une filiale? Est-ce que c'est voilà, une franchise? Alors c'est rien de tout ça. En fait, c'est un réseau auto-organisé d'entreprises autogérées. Voilà. Donc c'est un réseau qui émerge et qui bouge, c'est organique. Ouais, je pense que c'est la meilleure image que je pourrais te donner. Donc, on paye des services parce qu'on consomme des vrais services et on contribue comme on peut. Mais on reçoit de l'aide, je pense, autant qu'on peut contribuer dans le réseau. Donc, on n'appartient pas au réseau, on contribue au réseau. Et c'est vraiment ce que j'aimerais faire avec la journée agile. Vous n'appartenez pas à la journée agile, vous contribuez à la journée agile, à la communauté de la journée agile. Ok. Merci beaucoup.